qu'on peut dire du point de vue d'un savoir long sur le droit et les institutions, mais c'est qu'on ne peut pas avoir une autonomie de chaque être humain indépendamment d'un cadre commun hétéronome. Je peux prendre l'exemple le plus évident de cela, qui est l'accès à la liberté de parole. La possibilité pour chacun de nous de s'exprimer librement, ne serait-ce que pour faire des appels vibrants à une révolution totale de l'ordre injuste du monde, c'est de se soumettre à la loi de la langue, c'est-à-dire de parler dans une certaine langue. C'est-à-dire que notre apprentissage, pour chacun de nous en tant qu'enfant de la langue, ça a été l'apprentissage de quelque chose qui nous était hétéronome. Et c'est à partir du moment où je passe par cette hétéronomie de la langue qu'en tant que sujet, je deviens sujet libre de m'exprimer. S'il n'y a pas cette hétéronomie de la langue, j'en resterai à l'état de vagissement incompréhensible pour mon semblable. Donc je ne pourrais pas dire que j'agis librement. On peut dire un peu la même chose s'agissant de la réglementation ou de la régulation, si on veut, au sens de la société. Il faut qu'il y ait une loi commune qui habilite chacun pour que chacun puisse agir librement. Si vous faites disparaître cette loi commune, donc c'est la fin du règne de la loi, chacun va se retrouver sous l'apparence d'une autonomie, mais en réalité livré à plus fort que lui ou en situation de contrôler plus faible que lui. Et ce qui va se développer dans ce contexte, c'est ce que j'appelle des liens d'allégeance. Donc, sous couvert d'une autonomie généralisée, on est en train de fabriquer les conditions d'un retour des liens d'allégeance comme forme topique de liens de droit. La notion de sujet, notion très complexe, intraduisible par exemple dans beaucoup de langues orientales, ça a beaucoup posé d'énormes problèmes aux Japonais de cette notion, que le même mot puisse dessiner une figure grammaticale, une dimension psychologique, etc. Étymologiquement, c'est subjectum, c'est celui qui est jeté dessous. Donc on retrouve bien cette idée que pour m'affirmer comme personne individuelle, je dois respecter quelque chose, une règle hétéronome. Donc les opportunités ouvertes par, si on prend des exemples concrets, les nouvelles technologies qui permettent à chacun de s'exprimer dans les réseaux, etc. Pour que ce ne soit pas simplement une école du conformisme, il faut que chaque sujet ait incorporé une certaine culture qui lui permette d'agir et de penser librement et différemment des autres. Donc que reste-t-il du sujet dans l'univers cybernétique ? Eh bien, le sujet, c'est simplement un point de réactivité à des signaux. Vous recevez des signaux de votre environnement, vous devez vous ajuster à ces signaux pour réaliser votre programme. Donc, si on entend le sujet ultra-moderne de cette façon, on peut craindre que ce soit la disparition de la liberté. Donc, on va pouvoir programmer votre comportement parce qu'on sait que vous allez agir conformément à votre utilité, au calcul de votre utilité. Il n'y a plus que ce que j'appelle des particules contractantes qui sont mues par des calculs d'utilité individuelle. Ça, c'est une figure possible de la modernité. L'État a représenté, à partir du moment où il s'est installé comme figure centrale de l'organisation du politique, comme le lieu de l'hétéronomie qui prend en charge tout ce qu'on peut appeler l'incalculable dans la vie humaine. L'identité des personnes, par exemple. C'est l'État qui est garant de l'état civil de chaque personne. Le respect de la parole donnée. Ce sont autant de missions qui étaient confiées à l'État. Et c'est parce qu'il y avait cette logique hétéronome et verticale de l'incalculable que l'on a pu déployer un plan où les individus sont libres d'agir uniquement en fonction de calculs, c'est le plan du marché et du contrat. Donc vous avez, si vous voulez, la verticale de la loi et l'horizontale du contrat, mais les deux sont solidaires. Dans cette représentation, l'État ne peut évidemment pas être confondu avec un opérateur économique agissant sur le plan des contrats. Il est le garant du bon fonctionnement de ce plan du marché. À partir du moment où vous considérez l'État lui-même
comme un opérateur économique, ce que tend à faire justement le New Public Management, puisque, pour le dire en 2 mots, le New Public Management consiste à dire qu'il faut appliquer à la gestion de l'État les mêmes règles que celles d'une entreprise privée, qui devraient être les mêmes que celles de l'économie domestique. C'est une façon d'abolir cette distinction entre ces 2 plans et de voir le monde simplement comme un monde plat, ce qui avait déjà été imaginé par un romancier anglais, M. Abbott, à la fin du 19e, a écrit une très jolie petite nouvelle qui s'appelle Flatland, où il imagine un monde où il n'y aurait que des êtres en 2 dimensions. Un tel monde n'est pas soutenable à long terme. Ce qui veut dire que le New Public Management, en sapant ce qui était le propre de l'hétéronomie de la chose publique, va obliger les opérateurs privés à prendre en charge ce qui n'est plus en charge par l'État, c'est-à-dire l'incalculable. Et l'une des expressions de cela, c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises. Les entreprises, dans un ordre qui fonctionne, comme je l'expliquais tout à l'heure, règne de la loi, figure de l'État qui prend en charge, par exemple, la protection de l'environnement sur la durée des générations, l'entreprise peut se concentrer sur simplement la réalisation de profits. Et de ce point de vue, quand M. Milton Friedman, un des pères d'école de Chicago, disait que la seule responsabilité sociale des entreprises, c'est de faire du profit, moi, ça ne me choque pas si c'est une entreprise qui paye ses impôts et qui obéit à toutes les lois sociales et les lois sur l'environnement. À partir du moment où la figure de l'État est destituée, inévitablement, les entreprises se trouvent confrontées à des questions dont on les estime comptables, qui sont les questions de responsabilité sociale, environnementale de l'entreprise. Donc il y a un mouvement de privatisation de la chose publique, mais aussi un mouvement de publicisation du privé. Si l'on prend les très belles descriptions que Simone Veil fait du travail industriel, puisqu'elle s'embauche elle tient son journal, elle explique l'abrutissement auquel conduisaient les formes de travail, parce que cette interdiction de penser, d'être rivé à la répétition mécanique d'une tâche, vous abrutit. Donc c'est une forme d'aliénation, à l'évidence. Avec ces nouveaux types de management, la question se déplace, puisqu'il s'agit d'assurer une emprise sur votre fonctionnement cérébral. C'est là qu'est apparu quelque chose qui a été pointé. L'un des premiers, à mon sens, en France, c'était Robert Castel, quand il a parlé d'une thérapie pour les normaux. C'est-à-dire comment on va utiliser des techniques psychologiques pour s'assurer de la bonne exécution, de la bonne réalisation du programme par le travailleur. Et ça a donné lieu au développement de nouvelles techniques de gestion, certaines apparaissant d'ordre qualitatif, comme les entretiens d'évaluation, qui sont devenus de véritables rituels dans toutes les organisations, y compris dans les établissements publics dorénavant. Les entretiens d'évaluation étant ces moments de feedback où on fait ensemble une mesure de la performance réalisée et on réajuste les objectifs. Donc, vous voyez, ça exprime le feedback. Mais dans le même temps, l'entretien d'évaluation, on peut dire que c'est de la dépossession de soi, en ce sens que ça s'apparente à un confessionnal. Vous devez confesser ce que vous avez fait, les difficultés que vous avez rencontrées, les succès que vous avez eus. Donc vous devez vous mettre à nu devant le manager. Et la différence, c'est que dans la confession traditionnelle, vous faites cet examen de conscience pour reprendre possession de vous-même, alors que là, il s'agit de vous rendre transparent pour refixer les objectifs, vous reprogrammer. Et donc, ce sont des formes nouvelles, en fait, ça peut être des formes nouvelles de dépossession de soi. Ça ne l'est pas forcément. Vous voyez, on est toujours sur une ligne de crête avec ces nouveaux modes de gestion qui sont porteurs de possibilités d'émancipation et de risques de déshumanisation du travail. En principe, un travail réellement humain, c'est un travail qui met l'esprit humain et les images qui agitent l'être humain aux prises avec le réel. Et dans cette épreuve du réel, le travailleur apprend à se connaître lui-même en même temps qu'il manifeste ce qu'il est capable de faire. C'est ça un régime de travail réellement humain, et j'ai essayé dans le cours
de montrer qu'il y a deux formes de déshumanisation et pas seulement une. Il y a celle qui avait été pointée à l'époque de l'industrialisation, quand vous réduisez le travail de l'être humain à celui de l'animal ou de la machine, mais il y en a une autre, c'est quand vous enfermez l'être humain dans un système de représentation entièrement coupé de toute expérience de la réalité. On en a quelques cas pathologiques, si vous pensez à l'affaire Kerviel, les petits génies de la finance sont ainsi plongés dans des univers quantifiés de symboles qui n'ont plus aucun contact avec la réalité et qui peuvent conduire à des catastrophes qui, elles, vont avoir un impact sur la réalité. Alors cet enfermement dans des systèmes de symboles coupés de la réalité, il faudrait s'arrêter sur la signification du mot symbole, parce que normalement le symbole c'est justement ce qui lie un signe avec un objet concret et réel. Si cette symbolisation est ainsi cassée, vous êtes enfermé dans des systèmes de représentation sans signification. Il n'y a que deux issues à ce moment-là, qui sont soit la fraude, soit la dépression, le délire. Alors, dans le cas Kerviel, on peut dire qu'il y avait un peu des deux. Et l'un des exemples récents qu'on a, c'est par exemple l'affaire Volkswagen, où manifestement, vous avez des ingénieurs qui, confrontés à une double contrainte quantifiée irréalisable, c'est-à-dire il ne faut pas que ça coûte plus de temps, il ne faut pas que ça pollue plus de temps, trouvent une solution, c'est un logiciel qui va permettre de tricher. En faisant courir à l'organisation et au public et à l'environnement des risques très lourds. Donc c'est ça qu'on peut désigner comme de couper la carte du territoire. Donc.